Lors d'une sympathique petite réunion, il y a quelques jours, je fus interpellé au sujet d'Elon Musk. Vous, le garde de TV Liberté, vous en pensez quoi d'Elon Musk ? Oui, bon, d'accord, je suis le garde de TV Liberté, mais je ne suis pas le bon Dieu quand même. En tout cas, pas encore, ça viendra sûrement plus tard. Alors moi, le garde de TV Liberté, je vais vous dire ce que je pense d'Elon Musk en mon âme et conscience et en espérant ne pas me tromper, car Elon Musk est à certains égards assez indéchiffrable. Après toutes ces précautions oratoires, je me jette à l'eau en espérant que la piscine soit chauffée, car il ne fait pas très chaud en ce moment. Réchauffement climatique oblige, et en espérant aussi que le générateur électrique n'ait pas subi une coupure de courant décrétée par Macronor Electrocutor pour nous pourrir la vie. Mais revenons à Elon Musk. Comme d'habitude, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Le bonhomme m'enchante. Avec son rachat de Twitter, mené tambour battant et trompette sonnante, Elon Musk donne un grand coup de hache dans le politiquement correct, dans ce que le politiquement correct a de plus abject, à savoir le nouveau wokisme. Le wokisme est la nouvelle arme de destruction massive du monde, revendiquée comme telle par tout wokiste qui se respecte. Et cette idéologie mortifère se répand dans le monde occidental comme une traînée de poudre de perlimpinpin pour une raison très simple. Le monde occidental est à l'intelligence ce que les sites pornographiques sont à l'amour chevaleresque. Or, Elon Musk a déclaré en rachetant Twitter que son ennemi prioritaire était le wokisme. Et là, Elon, tu es juste quelque part admirable que je cause des fois. Honnêtement, toi qui es l'homme le plus riche du monde, de savoir que tu vas consacrer ton énergie à détruire le wokisme, c'est plus qu'un grand bonheur, c'est un extase, c'est extasiant, c'est extasifiant, comme dirait Ségolène Royal, la femme de la bravitude. Et donc, Elon, si tu dérailles un peu sur d'autres sujets, moi, à titre personnel, je te pardonne 1000 fois, car devenir un combattant résolu du wokisme est totalement génial. En plus de ça, tu viens de hacher en 1000 morceaux le Parti démocrate pour lequel tu votais, et tu viens de déclarer que tu voteras républicain aux prochaines élections présidentielles. Et là, Elon, je te trouve superbe, grandiose, merveilleux, magnifique. Voilà, en gros comme en maigre, le discours que j'ai tenu sur Elon Musk au petit groupe qui me questionnait sur le bonhomme. Et j'espère que moi, le garde de TV Liberté, je ne me trompe pas sur Elon, tant je compte sur lui pour participer au redressement du monde occidental. Je vous souhaite une très bonne soirée. Tout observateur attentif de la vie de l'Église catholique en France ne peut que constater que celle-ci ne sait plus où elle habite et qu'il en résulte un écroulement du nombre de catholiques pratiquants. Le raisonnement émotionnel tente vainement de prouver le contraire en insistant par exemple sur le fait qu'il y a chaque année des ordinations de prêtres et que donc l'Église continue sa mission. Le raisonnement analytique démontre facilement que le nombre d'ordinations de prêtres s'est écroulé en 50 ans, ne redémarre en rien et que l'Église ne peut assurer qu'à un cas à sa mission qu'en faisant entrer dans ses diocèses un nombre considérable de prêtres africains pour pallier au manque criant de prêtres en France. Reconnaissons-le, les responsables de l'Église de France, l'Église catholique, se donnent un mal de chien pour qu'il en soit ainsi. Je voudrais évoquer ce soir un seul cas, celui de Monseigneur de Kérimel, qui a quitté il y a quelque temps son diocèse de Grenoble pour prendre la responsabilité du diocèse de Bordeaux. Acte 1. Avant de quitter Grenoble, il liquide à la Kalachnikov de Seine-Saint-Denis la merveilleuse fraternité Saint-Pierre dont l'action dans son diocèse portait des fruits considérables. Car c'était là le péché mortel de cette merveilleuse fraternité. Elle était trop catholique et ses fruits étaient trop abondants. Exit la merveilleuse fraternité Saint-Pierre.
Acte 2. Dès son arrivée à Bordeaux, Monseigneur de Kérimel interdit à ses séminaristes de se mettre en soutane. Que les imams qui pullulent dans la région soient en uniforme musulman, rien à dire. Que les femmes musulmanes se voilent ostensiblement pour promouvoir l'islam, rien à dire. Mais que quelques rares séminaristes catholiques se mettent en soutane, horreur et damnation. Pour Kérimel, l'on touche à l'insupportable, à l'inadmissible, à l'impossible. Les soutanes à la poubelle et qu'on n'en parle plus. Acte 3. Kérimel se fait ostensiblement prendre en photo à côté d'une personnalité juive qui doit probablement être un rabbin et trouve très astucieux de porter une kippa sur son auguste tête. Au même moment, mais cette fois dans d'autres départements, tournent en boucle des vidéos où l'on voit des imams lire le Coran dans des églises à côté de prêtres profondément recueillis. Pour Monseigneur de Kérimel, afficher publiquement la religion catholique est un scandale, mais valoriser une religion juive profondément hostile au catholicisme est un impératif, et il est probable que cet évêque pense que faire lire le Coran dans une église est absolument merveilleux, alors que plus antichrétien que le Coran, tu meurs. L'acharnement d'un certain nombre de prélats à détruire l'Église catholique et à promouvoir les autres religions, qui elles ne pensent qu'à détruire l'Église catholique, ne peut avoir comme conséquence que de continuer à entraîner le catholicisme dans le gouffre. Jusqu'où ira la chute, l'avenir le dira. Je vous souhaite une très bonne soirée. J'avais pris aujourd'hui une très bonne résolution. Vous faire ce soir une chronique super sympa, super positive, super optimiste. Ben oui quoi, je peux bien vous faire plaisir une fois par an, début d'année, non? Eh bien c'est raté, c'est planté, c'est fichu. Car ce que je vais vous raconter va vous mettre le moral dans les chaussettes, pour ceux qui en portent, et dans les sandales pour les va-nu-pieds. Voilà l'histoire, et elle n'est vraiment pas drôle du tout, elle est même terriblement momoche, elle est juste horrible quelque part que je cause. Voilà de quoi il s'agit. Cela s'est passé juste avant Noël, dans cette belle ville historique de Limoges, au centre de la France, dans laquelle ont été créées la superbe entreprise Legrand, le célèbre chaussurier Weston, le remarquable porcelainier Bernardaud, la rayonnante banque Tarnot, dont la notoriété si méritée de son admirable président, le célèbre Jean-Loup Tarnot, déborde très largement les frontières de ce charmant Limousin. Mais aussi le très célèbre parfumeur Sephora et tant d'autres joyaux entrepreneuriaux. Juste avant Noël, tout allait pour le mieux dans la séduisante cité de Limoges, jusqu'à ce que le maire de la ville, Émile Roger Lomberti, pète un quadruple câble moins solide que les fameux câblages de l'entreprise Legrand. Qu'a-t-il osé faire ce maniaco-hystérique maire de Limoges juste avant Noël? Vous n'allez pas me croire. J'ai moi-même du mal à me croire, mais je vous assure qu'il a osé le faire. À la fin du dernier conseil municipal de l'année juste avant Noël, il a conclu ce conseil par cette formule épouvantable « Joyeux Noël dans la paix et la joie du Seigneur ». Et il a alors déclenché une hystérie médiatique collective comme on n'en avait jamais connu depuis la destruction de Carthage par les troupes romaines en l'an 146 avant Jésus-Christ. Émile Roger, te rends-tu compte de la gravité de tes propos? Joyeux Noël dans la paix et la joie du Seigneur. Mais tu es dingo ou quoi? En 1793, tu aurais eu la tête tranchée d'un seul coup et cela n'aurait été que justice. Enfin, Émile Roger. Qu'as-tu fait des valeurs de la République? Qu'as-tu fait de la liberté, qui consiste à censurer du matin au soir tous les propos considérés comme politiquement incorrects? Qu'as-tu fait de l'égalité, en ne parlant que du Seigneur et en omettant de parler d'Allah, de Bouddha, de Krishna, de l'étoile polaire et de l'adorateur du scorpion soudanais? Qu'as-tu fait de la fraternité en sous-entendant que la paix et la joie sont l'apanage du Seigneur et en oubliant de parler de la fraternité islamique, LGBTique, wokiste, franc-maçonniste, gauchiste, black bloquiste et de tant d'autres fraternités fraternellement fraternelles?
Dans ces conditions, monsieur le maire de Limoges, il ne vous reste qu'à présenter vos excuses à la nation tout entière, à vous couvrir de cendres, à parcourir pieds nus, voire même tout nus, la route qui mène de Limoges à Paris et à vous flageller devant l'Assemblée nationale et finalement à vous jeter dans la Seine jusqu'à ce que mort s'en suive. Avec les valeurs de la République, monsieur le maire de Limoges, on ne transige pas. Chers amis téléspectateurs, pardonnez-moi de vous avoir donné le mouron avec cette horrible anecdote. J'en suis vraiment navré et je vous souhaite tout de même une très bonne soirée. Avant de démarrer ma chronique, je voudrais vous présenter mes plus plates excuses pour l'horrible faux pas que j'ai fait il y a 2 jours dans une chronique en disant que Monseigneur de Kérimel avait rejoint Bordeaux alors qu'il avait rejoint Toulouse. Vos réactions ont été très nombreuses, ce qui prouve que vous regardez mes chroniques et je m'en félicite. Arrivons maintenant à notre chronique du jour. Nous avions encore une belle industrie en France jusqu'à la fin du siècle dernier, alors que les élites, entre guillemets, avaient pourtant commencé à s'acharner à la détruire il y a presque un demi-siècle. Mais comme nos industriels étaient combatifs, l'industrie française représentait encore un quart de la production intérieure brute de notre pays autour de l'an 2000. L'accélération de la destruction de nos fleurons industriels s'est considérablement accentuée sous l'effet de la politique suicidaire de nos élites, entre guillemets, qui ont supprimé notre monnaie grâce à laquelle nous pouvions préserver les équilibres économiques, qui ont décrété que les droits de douane devaient être supprimés, ce qui était une folie, qui ont ouvert les vannes d'une immigration incontrôlée, ce qui nous ruine, en bref, qui ont fait tout et n'importe quoi, mais surtout n'importe quoi. Le résultat ne s'est pas fait attendre, notre belle industrie ne représente plus aujourd'hui que 10% de notre production intérieure brute, et au train où vont les choses, c'est-à-dire à la vitesse de la fusée Ariane, ne représentera plus rien du tout dans 10 ou 20 ans. Il ne faut donc pas s'étonner que le groupe Cofigeo, récemment évoqué par Élise Blaise, qui regroupe plusieurs marques dont la célèbre marque William Saurin, vous savez, les fameux petits plats William Saurin, ce soir je vais me déguster un petit plat William Saurin, j'en salive d'avance. Eh bien ce groupe a décidé en décembre de fermer 4 usines sur 8, représentant 80% de la production du groupe et affectant 800 des 1200 salariés de l'entreprise. La raison invoquée est l'explosion du coût de l'énergie, coût qui a été multiplié par 10, passant de 4 millions d'euros à 40 millions d'euros d'un seul coup. Et paf dans le pif. Tout cela est tellement effrayant que j'ai envie de me passer la langue au robocoupe pour ne plus jamais pouvoir parler de choses aussi invraisemblables. Car enfin, nous le répétons à longueur d'année sur TV Liberté, nos élites, nos pseudo-élites, nos destructrices élites, nos stupides élites, dont la totalité des neurones tiendrait facilement dans la tête de la puce du Groenland. Nos élites, entre guillemets, se sont donné un mal de chien pour qu'il en soit ainsi. Que la France connaisse aujourd'hui une crise de l'énergie est aussi invraisemblable qu'une défaite de l'armée américaine si elle était attaquée par les 7 soldats qui protègent le Vatican. Il était impossible que notre cher vieux pays, leader mondial dans le domaine de la production énergétique propre, brise en 1000 morceaux cette production énergétique propre, au point que nous importons maintenant une production énergétique sale. Ce qui semblait impossible, nos dramatiques dirigeants l'ont fait. Comme l'avait très justement dit Napoléon, impossible n'est pas français. L'écroulement de notre industrie va donc continuer de prospérer jusqu'à ce que de véritables élites reprennent le pouvoir. Prions le ciel que ce soit le plus vite possible. Je vous souhaite une très bonne soirée.
oui, les châteaux ont un bel avenir devant eux, surtout quand ils sont possédés par l'État. Si, je vous assure, n'ayez pas l'air sceptique et grognon, je vais vous en donner la preuve. La preuve par le château de par le château de Grignon. Le château de Grignon est un magnifique château, situé dans le département des Yvelines, le 78 pour la bourgeoisie versaillaise, le 7-8 pour la population immigrée de Trappes. Château somptueux, parc superbe, un petit joyau à la française, en quelque sorte, comme nous savions tant en faire dans la France du temps jadis. Concernant cette belle bâtisse, l'État vient d'agir en 2 actes successifs que n'aurait pas renié l'excellent Molière. Premier acte, moi, l'État tout-puissant, propriétaire du château de Grignon, je décide de liquider le mobilier de ce château. Allez, hop, le mobilier, raoust, je n'en veux plus. Et comment que je vais le liquider, raoust, le mobilier de ce château? Tout simplement en organisant une vente aux enchères de tout ce mobilier. C'est aussi simple que cela. Et moi, l'État tout-puissant, je décide d'organiser cette vente aux enchères, mais sans la moindre publicité. C'est plus simple comme ça, et seuls les copains coquins seront au courant et pourront faire de bonnes affaires. C'est aussi simple que cela. La vente aux enchères entre copains coquins a donc eu lieu, et ce fut vraiment une belle vente aux enchères pour les copains copains. Prenons 2 exemples. Une superbe console ancienne a été estimée au prix sympathique de 40 €. A quand même été achetée 400 €, car les copains coquins savent être généreux, mais a terminé à Drouot au prix de vente de 13 000 €. Bonne affaire pour les copains coquins. Second exemple, 20 chaises Louis XVI ont été estimées au prix sympathique de 170 €. Elles ont été adjugées au prix de 6 000 € par les copains coquins. Les copains coquins ont vraiment du cœur et ils ont voulu que l'État gagne un peu d'argent. C'était vraiment très gentil de leur part. Seul petit problème, le juste prix de ces 20 chaises Louis XVI est compris entre 300 et 500 000 €. Les copains coquins ont vraiment fait une bonne affaire sur le dos de l'État et donc du contribuable. Nous ne pouvons que remercier les fonctionnaires qui ont si bien organisé une vente aux enchères aussi pourrie. Ça, c'était l'acte 1 de la pièce de théâtre. Je suis persuadé que vous, les brillants téléspectateurs de TV Liberté, avez déjà deviné ce que serait l'acte 2 de la pièce de théâtre. Mais oui, bien sûr, le château de Grignon est en train d'accueillir des dizaines et des dizaines d'immigrés clandestins. La vie de château pour eux, quoi. Et comme il faut chauffer le château pour que ces immigrés clandestines de la meilleure façon, il faut que Madame Dupont du Cantal baisse la température de son logement à 15 degrés dans un grand geste de citoyen du monde. Et avec elle, le plus possible de Français doivent faire la même chose, à l'exception de Macronor, qui se les chauffe comme jamais dans son palais de l'Élysée. Après le château de Grignon, à qui le tour? Je vous souhaite une très bonne soirée.